Wachowski. C'est Loïc Wachowski. C'est Loïc Wachowski. C'est bon, c'est bon. Salut à toutes. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Club Web, l'émission dans un endroit que vous avez déjà vu puisqu'on est de retour en live. En effet, pour cette 13e édition du Festival international du film fantastique de Neuchâtel, on est de retour avec Alex et des invités tout particuliers pour vous parler de films asiatiques parce que cette sélection cette année était un petit peu bancale, mais il y avait quand même des Asiates pour tout casser. Donc on va vous parler en priorité de Saving General Yang de Ronnie Yu et d'un truc qui s'appelle The Berlin File, mais vous allez voir, c'est vachement bien. Et on aura aussi tout plein de petites surprises. Donc voilà, c'est le NIF, c'est en Suisse, il y a du chocolat, de la bière, des bons films, des Asiates. Et voilà. Yeah. C'est l'heure du film. They call me General Yang. I am a leader of men and a father of 7 sons. Et pour cette spéciale NIF, on retrouve notre ami du Daily Movies, Thomas, avec qui on va parler en premier film d'un des trucs les plus attendus, Saving General Yang. Alors Saving General Yang, est-ce que tu peux nous situer un petit peu rapidement ce que c'est et pourquoi ça a excité un petit peu ta verve masculine? Parce que c'est le nouveau film de Ronnie Yu, tourné en Chine, film de guerre chinois, en costume, film de cavalerie, vendu comme étant le truc le plus épique du festival, clairement. Donc sur le papier, il y avait vraiment tout pour nous en mettre plein la vue, quoi. Sachant que Ronnie Yu, c'est quand même un mec qui a un carré bizarre. C'est quand même le mec qui a fait Freddy contre Jason ou la fiancée. Il est un peu victime du syndrome asiatique qui a du succès et qui part à Hollywood et qui se casse un peu la gueule, quoi, et qui revient après pour faire des trucs. Donc pour le grand public, voilà, ça reste un mec qui a quand même fait a priori que des films d'horreur, alors qu'en fait pas du tout, parce qu'il a quand même fait plusieurs trucs en Asie, je vais y arriver. Et donc du coup, Saving General Yang, le pitch qui défonce tout, c'est 7 frères qui, au milieu d'un conflit historique chinois, traversent le pays pour aller choper papa et le ramener sain et sauf à la maison alors qu'il y a une armée en face. Déjà sur le papier ça vend quand même le fantasme d'un truc un peu Bigger Than Life avec des grands affrontements où un mec s'en farcit 15 sans problème. Est-ce que ce fantasme là est assouvi devant l'écran? À moitié en ce qui me concerne. À moitié aussi pour moi. Non, j'avoue, c'est une semi-déception parce que je trouve le film un peu pompeux par rapport à ce qu'il nous propose finalement. Moi je trouve que ça le cul entre deux chaises en fait. Le contexte historique est vrai. Et en fait le film on sait jamais s'il veut trop aller dans justement la peinture de cette histoire d'un peu la chute d'un empire et de l'autre côté le film d'action de bourrin un peu à la 300, un peu à la 3 royaumes, etc. Et je trouve que l'équipe se fait jamais vraiment entre les deux. Cette dualité du pitch finalement, elle peut donner des trucs monstrueux comme 13 assassins de Takashi Miike. Ou les 3 royaumes. Ou les 3 royaumes exactement, où il y a une partie historique et puis un côté action, grosse baston monumentale, quoi. Et Ronnie Yu, là je trouve que sur Saving General Yang, il n'arrive pas à créer l'alchimie entre les deux. Moi j'ai l'impression déjà que dans l'exposition il essaie d'aller super vite pour lancer cette intrigue des 7 frères qui vont chercher le père et tout, et finalement ça met plus de temps que prévu. Et surtout sur les fameuses scènes d'action en question, il n'est pas au niveau des modèles que tu as précités, quoi. Ah ouais, mais surtout moi je sais pas ce que tu en as pensé, mais les premières bastons, alors il y a la musique de Kenji Kawai qui commence mais à 300 km/h, qui nous en met vraiment plein les oreilles, c'est en mode rouleau compresseur, quoi, vraiment, des gros cœurs, ça s'arrête pas. Et on se dit mais ça va chier, mais sans arrêt. Et finalement les 2-3 premières batailles, elles sont expédiées en 30 secondes.
Bah, non seulement elles sont expédiées, mais en plus, en termes de pur cinéma, découpage, etc. C'est pas la folie, c'est qu'il y a notamment une scène, et je crois que tu es d'accord avec moi là-dessus, où c'est qui se passe dans un village et qui, a priori, faisait penser au final de 13 assassins, et en fait, il est spatialisé à la ramasse, et concrètement, il n'y a rien de génial dedans. Ça, c'est moi, je crois que c'est la plus grosse déception du film. Quand j'ai vu le décor, quand j'ai vu cette espèce de village en ruine, filmé par hélicoptère, vue aérienne, je me disais, il a un terrain de jeu, mais d'enfer. Il y a une espèce de mini labyrinthe. Ouais, exactement, c'est un peu un labyrinthe, et on se dit, mais c'est le terrain de jeu parfait pour nous sortir une scène épique, quoi. Comment les mecs peuvent, 7 mecs peuvent s'en farcir 10 fois plus, quoi. Et comment les 7 gaillards vont pouvoir partir d'un point A pour sortir finalement du village. Et finalement, bah, comme tu l'as dit, en termes de spatialisation, c'est pas géré du tout. C'est souvent des inserts. Voilà, ils s'en foutent en fait de où on est dans le village, et finalement, bah, voilà, on sait jamais où sont précisément les types, contrairement à 13 assassins où Mickey arrivait à nous montrer exactement, on savait à chaque instant où on était dans ce petit bled. Et là, cette bataille-là, bah, elle passe complètement à côté, quoi, parce qu'on ne sait pas où on est. Puis en plus, le truc aussi, c'est que contrairement à, justement à 13 assassins, c'est que les frères ne sont pas nommés, c'est-à-dire qu'ils sont numérotés, c'est premier fils, deuxième fils, troisième fils, etc. Mais du coup, on n'a pas d'attachement vraiment à ces personnages-là, c'est-à-dire qu'ils existent par rapport à leur père, et là, il y a un lot de valeurs qui te fait kiffer dans le film, mais t'as pas vraiment d'identification personnage. Bah, moi, je pense que c'est un peu le point où on sera pas trop d'accord, c'est que moi, ce côté-là, ce côté anonyme et numéroté des frères me dérange pas du tout, au sens où c'est vraiment un film qui met en avant le patriarche. C'est finalement tout pour le père, quoi. Oui, mais le problème c'est que le père est pas si en avant que ça non plus. Je trouve que les valeurs du sacrifice, que ce soit pour le père ou pour la patrie, tous pour un ou tous pour la patrie, je trouve assez puissant dans le film. Et moi je le ressens, moi ça me fait vibrer sur la deuxième partie du film, ça. Quand on en arrive enfin au père, quand tout nous ramène au père, je trouve qu'il y a une sacrée puissance quand même. Mais c'est aussi le contraste avec le reste du film, c'est que ça dure 1h30, ce qui n'est pas très long, et effectivement, peut-être dans ces 20 dernières minutes, ça marche, mais l'heure 10 qui est quand même censé arriver jusque-là, alors qu'il y a beaucoup d'action malgré tout, bah, on s'en fout un peu. Ah ouais. Donc c'est pas l'espèce de montée d'adrénaline épique auquel on espère, et du coup, bah, ça en fait une petite déception qui reste sympathique parce que bon, c'est une déception relative, quoi. Ouais, ça se regarde parce qu'il y a, comme tu l'as dit, il y a une musique de malade, puis c'est quand même des mecs avec des épées qui vont pour l'honneur de la patrie, donc ça fait toujours plaisir, mais c'est pas à la hauteur du récit, c'est pas à la hauteur de ce qu'on nous a vendu, et c'est pas à la hauteur de modèles comme 13 assassins et les 3 royaumes. Ah, totalement. 마카오에서 베를린, 무기장사, 공관, 스파이, 암살, 망명까지 이걸 다 어떻게 엮어야 말이 되는 거냐? Nous voici dans le deuxième débat de cette émission. Nous allons parler d'un film sud-coréen titré The Berlin File, réalisé par Ryo Seung-wan. Et donc le film s'ouvre sur la signature d'un deal d'armes. Une vente d'armes avec d'un côté des Arabes et d'un autre côté les Russes. Les Russes, exactement. Voilà, et dans tout ça viennent s'impliquer les Sud-Coréens qui sont en train d'espionner les Nord-Coréens. Et en plus le Mossad, dont on ne connaît pas le rôle au début. Et en plus la CIA, qui a un petit rôle dans le film. Donc voilà, donc beaucoup d'organisations différentes, avec des buts différents, beaucoup de personnages. Le bruit a gentiment couru au festival, comme quoi c'était un gros mindfuck le début, incompréhensible, et comme quoi il fallait pas se soucier des 20 premières minutes, que ça devenait plus clair par la suite. Moi je trouve que c'est simplement une question de concentration, c'est-à-dire que si on a les yeux ouverts et l'oreille attentive, il n'y a pas de problème à comprendre ce début. Et c'est clair qu'il y a énormément d'organisation, c'est un peu tarabiscoté, mais si on se concentre, c'est bon, quoi. Je peux comprendre à la limite qu'au début, les gens qui n'ont pas l'habitude de regarder des films asiatiques trouvent que les protagonistes ça ressemble un peu, donc non, parfois c'est pas facile de savoir si le mec est sud-coréen ou nord-coréen, mais voilà, une fois l'intro passée, c'est réexpliqué, c'est réétabli plusieurs fois,
Donc, Mais même là, et et encore, parce que quand on regardait un film comme Murderer de Naung Jin, où les acteurs se ressemblaient, d'ailleurs on retrouve l'acteur principal de Berlin File qui jouait déjà dans Murderer, mais dans The Murderer, les acteurs se ressemblaient excessivement et en plus ils s'appelaient tous Kim, donc c'était vraiment le gros bordel pour comprendre qui était qui. Alors que là, dans Berlin File, bon, il y a déjà des Occidentaux, il y a des Arabes, et il y a quelques Coréens, Nord-Coréens, Sud-Coréens, mais je trouve que c'est présenté avec une maîtrise et une clarté assez exemplaire. cette complexité et cette construction en... c'est pas des twists, hein, c'est des développements, c'est des dénouements en fait, parce qu'il y a plein de nœuds en fait au début, donc au fur et à mesure il dénoue tout ça, et c'est ça qui rend l'intrigue fascinante, pour moi en tout cas. Ça fait que j'ai pas décollé mes yeux de l'écran une seule seconde. Ouais, moi je trouve ça rythmé, je trouve ça varié dans sa mise en scène, ça alterne les gunfights, ça alterne les moments beaucoup plus posés, justement, de réflexion. Il y a des tensions entre les personnages, eux-mêmes ne sont pas au clair avec les enjeux de chacun. Et c'est là que, justement, j'attendais pas du tout ce film, c'est que dans la scène intimiste, il est vraiment efficace aussi. Et moi, ce qui m'a accroché dès le début du film, finalement, c'est que l'empathie, enfin on a de l'empathie pour les personnages principaux qui sont des Nord-Coréens, et j'ai trouvé l'idée assez intelligente et assez osée de la part d'un réalisateur sud-coréen de focaliser son film, le point de vue de son film sur un binôme d'agents secrets nord-coréens. Et il y a une histoire d'amour qui fonctionne à merveille. Il y a un plan final, le plan qui termine cette relation amoureuse que je trouve absolument magnifique, où Ryo Seon-hwan prend vraiment le temps de filmer un événement marquant, un événement important, et c'est véritablement émouvant, quoi, ce dénouement. Tout à fait. Donc, jusque-là, film d'espionnage, beaucoup de rythme, beaucoup de protagonistes, beaucoup de retournements de situation, plein d'émotions. Et beaucoup d'action. Et beaucoup d'action. Voilà. On a peu parlé de l'action, mais c'est une grosse claque dans la gueule, quoi. Ouais, ça défouraille comme pas possible. Donc, en fait, on a quoi? On a 4 scènes d'action à peu près. Ouais. 4 grosses scènes d'action. Poursuite, action. Ouais. Donc en quoi ces scènes d'action, d'après toi, sont-elles supérieures ou aussi stimulantes en tout cas? Bah, déjà parce qu'il y a des enjeux par rapport à tout ce qu'on a pu dire sur les personnages. Les personnages existent, ils ont une véritable profondeur, donc on est intéressé par ce qui leur arrive, et ces scènes d'action justement gagnent en importance par la profondeur des personnages, et elles sont extrêmement bien montées, il n'y a pas de shaky cam, c'est très très lisible. Alors qu'ils s'en mettent plein la gueule. Alors qu'ils s'en mettent vraiment plein la gueule. Il y a un duel à la fin dans un champ de blé, mais c'est titanesque, quoi. Enfin, on sent leur corps. C'est bestial, quoi. Ouais, c'est vraiment bestial. C'est bestial tout en gardant une technicité dans le combat qui est vraiment jouissive. Bah, il y a un peu des excès qui sont propres au cinéma asiatique, mais ça dérange pas parce que on est vraiment dans le film, quoi. Cette scène là où on change d'étage, c'est une scène d'action qui commence dans un appartement et qui se termine dans une cour intérieure avec une verrière, et effectivement il y a une caméra plan à la Quantum of Solace. Exactement, c'est la scène de Quantum of Solace où Daniel Craig est attaché par des câbles. On se souvient, hein, il tire encore avec son gun, mais là c'est 100 fois plus lisible, quand on comprend exactement ce qui se passe et quel câble a quel effet sur la physique de la chute du personnage. C'est très simple en fait, quand on voit la scène, on comprend que les mecs avaient un plan, ils savaient ce qu'il fallait filmer, quoi, comment fallait le monter, et ils n'ont pas improvisé ça sur le set, quoi. Ça a été pensé en amont. Et pour revenir rapidement sur ce que tu disais sur les enjeux, c'est un film qui pour moi est tout aussi généreux et infiniment supérieur à quelque chose comme The Raid, parce que The Raid on n'avait pas de personnage. C'était de la baston du début à la fin, c'était très bien. À la limite, on aurait pu mettre de la musique de fond dessus, pas de texte, et ça marchait aussi. Oui. Alors que, comme tu me disais à la fin de la projection, là, putain, c'est vraiment meilleur parce qu'effectivement les personnages existent, quoi. Et ouais, il y a de l'empathie pour eux, on sait ce qui est en jeu. Et voilà, donc mise en scène super nerveuse, et ça tabasse bien parce que quand comparé à énormément de films d'action américains qui sont sortis dernièrement, ça les enterre 6 pieds sous terre, tout simplement parce que c'est lisible, carré, bien découpé, bien filmé, bien monté, bien écrit. Les enjeux extrêmement bien joués. Voilà. Ouais, c'est très très bien joué, les acteurs sont vraiment habités par leur rôle.
il y a un côté très incarné dans leur jeu qui est assez marquant. Avec une petite musique qui chatouille les bas instincts, mais qui marche fort bien, qui est fort à propos. Et des gunfights, ouais, c'est ça, en fait c'est par sa richesse, par sa variété par la variété de ce qu'il propose que le film est vraiment intéressant et vaut vraiment le coup. Voilà, donc en fait c'est un film de divertissement très haut de gamme, à la fabrication irréprochable, dont beaucoup devraient s'inspirer. On a juste oublié de vous dire que ça sortait chez Wildside en DVD et Blu-ray à la fin de l'année. Merci qui? Merci le chat. Vous connaissez la formule, quand on voit un festival, on voit beaucoup de films, on en a vu à peu près 45 durant ces 8 jours de festival, donc c'est vous dire, et on n'allait pas limiter ça à 3 films, donc c'est l'heure des Critiques Express. Des Critiques Express. Critique Express. L'un de nos gros coups de cœur ce festival, c'est encore une fois un film asiatique et plus précisément sud-coréen. Ça s'appelle How to Use Guys with Secret Tips, en français ça donne à peu près comment utiliser les hommes avec des astuces secrètes. Ça pourrait passer pour un dossier de femme actuelle et en réalité c'est comment les Sud-Coréens dépoussièrent le genre de la comédie romantique qui est quand même un peu moribond depuis des années. Voilà, en gros l'histoire c'est une nana qui est un petit peu une sous-merde dans la vie, ça fait 5 ans qu'elle travaille en tant qu'assistante réalisatrice, les hommes l'ignorent et elle se fait marcher dessus par tout le monde et elle tombe un jour sur un coffret de cassettes magique qui lui donne tous les secrets pour devenir une femme accomplie et mettre les hommes à ses pieds. Et évidemment elle va commencer à utiliser les cassettes et c'est pas du flan. C'est exactement ce que doit être une comédie romantique, c'est à la fois extrêmement moderne parce qu'on a des personnages qui sont pas gnangnans, c'est pas cucu, qui font des erreurs, etc. Et en même temps, voilà, c'est très pop dans la réalisation. Moi, ça m'a fait un peu penser à Detention de Joseph Kahn, et Dieu sait combien c'est un compliment de ma part. Avec des titres qui apparaissent à l'écran, des trucs un peu foufou, une photo par moment très colorée. C'est bourré de petits détails à la con qui sont hyper amusants, notamment tout un délire sur la BD Où est Charlie. Tu te mets d'ailleurs à chercher Où est Charlie pendant tout le film au bout d'un moment. Et voilà, il y a une vraie justesse d'écriture. Un troisième est peut-être un peu long parce que comme toujours dans les comédies romantiques, la conclusion, ça tire en longueur, surtout que c'est assez attendu. Mais voilà, c'est bourré de bonnes idées, c'est hyper honnête, c'est très très bien joué, c'est extrêmement drôle. Et au beau milieu de toutes ces grosses meringues pourraves qu'on se tape à Hollywood dans le genre, etc. Et les mecs ils arrivent de Corée du Sud et putain ils font une bonne comédie romantique. Et ça c'est balèze. Ok, alors, si vous avez bonne mémoire, vous vous souvenez de Mutant Girl Squad à l'édition 2010 du NIF. Waouh! Pour notre plus grand plaisir et pour le vôtre également, un film dans la même catégorie était programmé. Ça s'appelait HK Forbidden Superhero. Qui nous provient du Japon. Et c'est l'histoire d'un lycéen qui devient un super-héros qui s'appelle Hentai Kamen lorsqu'il enfile une petite culotte usagée sur son visage. Pardon. Voilà, donc le film s'ouvre sur des pages de bande dessinée qui rappellent le logo Marvel. Et en fait, ce sera pas la seule analogie qui sera faite avec un film Marvel, puisqu'en fait, il y a bien 5 ou 6 plans. Sans on parle des thématiques qui sont piquées au Spider-Man de Raimi, mais c'est pas genre de l'hommage, hein, c'est du plagiat pur et simple. Oh, c'est bien ça. Donc on le met sur HK. Donc en fait, il se demande si le mec s'il est pervers. Donc en fait, c'est une métaphore. C'est est-ce qu'il doit utiliser ses pouvoirs, oui ou non. Donc il y a un monologue qui revient plusieurs fois. C'est non, je ne suis pas un pervers. Hentai Kamen, c'est un pervers. Que dois-je faire? Dois-je aider les gens? Oh mon dieu. Voilà, donc c'est très généreux. Et en fait, les combats, qu'est-ce que c'est? Alors les combats, c'est des combats de beats. En fait, c'est pas des combats de qui a la plus grosse bite, c'est des combats de frottement de qui saura frotter sa bite le plus fort contre l'autre. Il y avait aussi, là, je pense que la meilleure scène du film, c'était quand même un moment où il y a une corde qui sort de nulle part. Qui attache le méchant et Hentai Kamen qui glisse dessus avec son entrejambe qui
qui chauffe la corde pour une scène explosive. La cut. Ah oui, il y a un robot géant à la fin. Spécial dédicace à ceux qui se reconnaîtront. Et heureusement que est là pour to save the day. C'est quand même pas mal fait, je trouve. Hein. Je sais pas vous, mais moi je trouve que la facture. Ouais, mais il manque un mot là. Enfin, c'est vraiment pas mal fait comparé à Mutant Girl Squad qui était quand même assez pourri. Mais là, il y a moins de plastique, mais il y a plus de mecs à poil, donc ça se vaut, je pense. それは私のゴールドボールだ。 Nous tenons à rassurer les spectateurs de Clone Web Émission en leur précisant que cette critique n'a pas été réalisée avec l'usage de drogue ou de substances illicites. Merci. ¿Hay alguien ahí? Ya están aquí. ¿Quién eres? La muerte. ¡Es la muerte, tía! Yo no me quiero morir virgen. Si tú no eres virgen. Bueno, ya, pero no me quiero morir. Dans la précédente émission, je vendais les mérites de Breakfast Club en disant que les teen movies, il n'y en avait plus d'aussi bien ou de moins d'aussi honnêtes. Et je m'étais un chouïa trompé, puisqu'on vient de voir Ghost Graduation. Alors c'est Promociones Fantasma en espagnol, c'est une comédie. Pourquoi? Promoción Fantasma. Donc c'est une comédie espagnole, c'est un teen movie espagnol et en fait le concept de base est absolument génial. C'est comme si vous avez pris les 5 élèves donc, du fameux Breakfast Club de John Hughes et qu'ils étaient morts dans un incendie et qu'ils hantaient donc le lycée depuis des années, sauf qu'un prof un jour arrive dans ce fameux lycée et voit les fantômes, donc il les voit eux et il va tout faire pour qu'ils accomplissent une mission pour qu'ils ne soient plus des fantômes. C'est un vrai hommage au film de John Hughes parce que les personnages sont quasiment les mêmes, il reprend les archétypes, le sportif, le rebelle, etc. Et c'est un putain de teen movie, c'est extrêmement honnête, c'est extrêmement drôle, la BO est à tomber par terre. Alors, il n'y a pas l'émotion et la profondeur d'un film de John Hughes, c'est plus porté voilà, sur l'humour, mais c'est un peu touchant, c'est toujours très inventif dans la mise en scène, notamment les fantômes qui jouent sur le fait que ce soit des fantômes pour faire peur aux élèves. T'as plein de petits gags comme ça qui sont très très drôles. C'est très très fun, il y a une paire de seins et ça je sais que les adolescents ils adorent. Il y a des bons gags, ça dure 1h30, on voit pas le temps passer et vraiment une très très bonne pioche. Donc voilà, je suis tout fou en sortant de la salle et Ghost Graduation, bah, c'est cool. Te quiero, tío. ¿Qué le pasa? Estaba borracho cuando la palmó y así se ha quedado. Esto es la juerga eterna, macho. Eh oui, on a oublié de tourner la fin de cette émission en Suisse. Mais tout d'abord, c'était pour des raisons professionnelles. Ouais, écoute, voilà, on va juste aller boire des bières. Et ensuite, Alexandre et Thomas se joignent à moi pour vous souhaiter un bon au revoir. D'abord, on espère que cette émission vous a plu. Et même si tous les films dont on vous a parlé, a priori, ont un avenir quand même assez incertain en France, hormis The Berlin File qui sortira à la fin de l'année chez Wildside sous un autre titre, je précise. Voilà, les autres films, on n'est pas encore sûr que ça dépassera le cadre du festival, mais en tout cas, essayez de jeter un coup d'œil à ce qu'on nous a montré, notamment Ghost Graduation et tout ça, parce que c'était très sympa dans l'ensemble, et puis ça fait toujours bien d'ouvrir ses horizons cinématographiques. D'ici là, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures, portez-vous bien, n'hésitez pas à aller sur Twitter, sur Facebook, à partager la vidéo, et à aller nous faire un petit coucou sur cloneweb.net, et d'ici là, portez-vous bien, ciao. Duel, si je me fais attaquer par un mystique, ce pitch. Avec un micro, hein. Je suis un peu Jean-Pierre Pernaut aujourd'hui. Non. Bah, Foucault. Comment il s'appelle? Michel Foucault. Ok. Et c'est filmé. Super mal. Jean-Pierre Foucault. Eh oui, Jean-Pierre. C'est bon, ça tourne? Eh ben ouais, c'est génial.